Imaginez un instant que le Vatican se trouve aujourd'hui à Paris. Impensable? Pourtant, pendant 68 ans, de 1309 à 1377, c'est exactement ce qui s'est produit au Moyen Âge. La papauté, cette institution millénaire ancrée à Rome depuis Saint-Pierre, a établi sa résidence principale en France, à Avignon. Cette période extraordinaire que les historiens appellent la papauté d'Avignon ou parfois la captivité de Babylone révèle une France médiévale totalement différente de celle que nous connaissons habituellement. Loin de l'image d'un royaume constamment menacé, luttant pour sa survie face aux invasions anglaises ou aux révoltes féodales, la papauté d'Avignon nous montre une France rayonnante, attractive, capable d'attirer et de retenir le chef spirituel de l'Occident chrétien. Cette France-là était déjà une puissance européenne majeure, un modèle civilisationnel qui influençait les cours et les esprits de tout le continent. Pour comprendre comment la papauté a pu s'installer en France, il faut remonter au règne de Philippe IV le Bel, l'un des souverains les plus remarquables de l'histoire française. Ce roi, que les contemporains surnommaient le Bel pour sa prestance physique, était en réalité un politique redoutable, doté d'une vision géopolitique exceptionnelle. Philippe le Bel hérite d'un royaume déjà puissant, mais il va le transformer en machine de guerre politique. Contrairement à ses prédécesseurs qui privilégiaient souvent l'action militaire, Philippe mise sur l'administration, le droit et la diplomatie. Il s'entoure de légistes brillants, véritables technocrates avant l'heure, comme Guillaume de Nogaret, Pierre Flotte ou Enguerrand de Marigny. Ces hommes partagent une vision révolutionnaire, faire de la France non plus seulement un royaume parmi d'autres, mais la puissance dominante de l'Occident chrétien. Pour cela, ils développent une théorie politique audacieuse: le roi des France est empereur en son royaume, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucune autorité supérieure à la sienne dans l'ordre temporel. Le conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII pourrait sembler déséquilibré. D'un côté un roi, de l'autre le chef spirituel de la chrétienté, mais la réalité est plus complexe. Boniface VIII, élu pape à 69 ans, est certes un homme d'expérience, mais il gouverne une église en crise, divisée par les querelles entre cardinaux et affaiblie par les conflits italiens. Le conflit éclate officiellement en 1296, quand Boniface VIII publie la bulle Clericos Laicos qui interdit aux clercs de payer des impôts aux souverains laïcs, sans autorisation pontificale. Pour Philippe le Bel, qui finance ses guerres grâce aux taxes sur le clergé, c'est inacceptable. Sa riposte est immédiate et spectaculaire. Il interdit toute sortie d'or et d'argent du royaume, tarissant ainsi les revenus que Rome tirait de France. Cette guerre économique révèle la modernité de la France philippienne. Le royaume dispose déjà d'une administration fiscale efficace, capable de contrôler les flux financiers et de mener une politique économique cohérente. Boniface VIII, surpris par cette fermeté, doit reculer et publier la bulle qui exempte la France de l'interdiction. Mais le conflit rebondit en 1301 avec l'affaire Bernard Cessé, évêque de Pamiers, dont nous allons faire un podcast détaillé. Dans cette affaire, le pape affirme sa supériorité sur tous les pouvoirs temporels et convoque un concile à Rome pour juger la conduite du roi de France. Philippe le Bel riposte en convoquant les premiers états généraux de l'histoire de France, cherchant le soutien de son peuple contre les prétentions pontificales. L'apogée du conflit survient avec l'attentat d'Anagni, le 7 septembre 1303. Guillaume de Nogaret, le légiste de Philippe le Bel, accompagné de Sciarra Colonna, l'ennemi personnel du pape, fait irruption dans le palais pontifical d'Anagni où séjourne Boniface VIII. Le pape, âgé de 86 ans, est maltraité, humilié, et selon certaines sources, peut-être même giflé. Cet événement d'une violence inouïe marque un tournant dans l'histoire européenne. Pour la première fois depuis des siècles, un souverain temporel ose lever la main sur le vicaire du Christ. L'onde de choc se propage dans toute l'Europe. Boniface VIII, libéré par la population d'Anagni, meurt un mois plus tard, probablement des suites du traumatisme.
Cet attentat révèle la détermination française et sa capacité d'action internationale. Organiser une telle opération nécessite des réseaux diplomatiques étendus, des financements considérables et une parfaite connaissance des rivalités italiennes. La France de Philippe le Bel dispose déjà d'un service de renseignement efficace et d'une diplomatie secrète redoutable. Après la mort de Boniface VIII et le bref pontificat de Benoît XI, qui dura à peine un an, l'élection du nouveau pape se déroule dans un contexte de tension extrême. Le conclave s'ouvre à Pérouse en juillet 1304, mais les cardinaux italiens et français s'opposent violemment. Il faut attendre 11 mois pour qu'un compromis émerge. Le 5 juin 1305, Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, est élu pape sous le nom de Clément V. Ce choix apparemment neutre constitue en réalité une victoire diplomatique et française majeure. Clément V est gascon, donc sujet du roi d'Angleterre pour ses terres, mais culturellement et politiquement proche de la France. L'élection révèle la sophistication de la diplomatie française. Philippe le Bel n'a pas imposé brutalement un candidat français, ce qui aurait provoqué une levée de boucliers. Il a préféré soutenir discrètement un candidat acceptable par tous, mais secrètement favorable à ses intérêts. Cette subtilité diplomatique témoigne de la maturité politique du royaume. Le couronnement de Clément V a lieu à Lyon le 14 novembre 1305, en présence de Philippe le Bel et de toute la cour de France. Cette cérémonie, organisée en terre française plutôt qu'à Rome, constitue déjà un signal politique fort. Mais c'est lors des négociations secrètes qui suivent que se joue l'avenir de la chrétienté. Selon les chroniqueurs, Philippe le Bel et Clément V concluent un accord secret, comportant 6 clauses. 5 sont révélées. Réconciliation du roi avec l'Église, annulation des bulles de Boniface VIII, concession d'une décime, un impôt ecclésiastique pour 5 ans, création de cardinaux français et réhabilitation des colonnats. La 6e clause, gardée secrète, concernerait la future installation de la papauté en France. Cet accord, s'il a vraiment existé, révèle la vision stratégique française. Philippe le Bel ne cherche pas une victoire temporaire, mais une transformation durable de l'équilibre européen. Il comprend que contrôler la papauté vaut mieux que la combattre. Après son couronnement, Clément V ne gagne pas Rome, mais entame une longue itinérance dans le Midi français. Il séjourne à Bordeaux, Poitiers, Toulouse, multipliant les prétextes pour retarder son installation romaine. Cette stratégie révèle la complicité objective entre le pape et le roi de France. Officiellement, Clément V invoque les troubles qui agitent l'Italie, les conflits entre factions qui rendent Rome dangereuse. Mais ces arguments masquent une réalité politique. Le pape français se trouve mieux en France, où il peut gouverner l'Église universelle tout en bénéficiant de la protection royale. Cette période d'itinérance permet à la France de démontrer sa capacité d'accueil. Partout où il séjourne, la cour organise pour le pape des réceptions somptueuses, déploie un luxe qui impressionne les diplomates européens. Ces démonstrations de richesse et d'organisation révèlent une France prospère, capable de rivaliser avec les plus grandes cours européennes. En 1309, Clément V s'installe définitivement à Avignon. Ce choix n'est pas fortuit. Avignon présente des avantages géopolitiques considérables. La ville appartient au comtat vénécin, territoire pontifical depuis 1274, ce qui préserve théoriquement l'indépendance papale. Mais géographiquement, Avignon se trouve en terre d'empire, à la frontière du royaume de France, permettant au pape de bénéficier de la protection française sans paraître totalement inféodé. Avignon présente aussi des avantages pratiques. Située sur le Rhône, elle est facilement accessible depuis la France et l'Italie. Sa position, au carrefour des routes commerciales, en fait un centre économique prospère. Enfin, le climat méditerranéen, plus doux que celui de Rome, séduit une cour pontificale largement composée de Français du Midi. L'installation révèle la vision géopolitique française. Philippe le Bel et ses successeurs comprennent qu'Avignon offre le meilleur compromis. Une papauté techniquement indépendante, mais pratiquement contrôlée, capable de gouverner l'Église universelle tout en servant les intérêts français. L'élection de Jacques Duèze sous le nom de Jean XXII marque l'entrée de la papauté d'Avignon dans sa phase de maturité.
Ce pape, originaire de Cahors, âgé de 72 ans à son élection, va révolutionner l'administration pontificale et faire d'Avignon un centre de pouvoir européen majeur. Jean XXII est un administrateur né. Fils de cordonnier enrichi par le commerce, il connaît parfaitement les réalités financières et économiques. Son pontificat marque l'entrée de la papauté dans l'ère moderne de la gestion administrative. Il systématise la perception des taxes ecclésiastiques, développe le système de réserve pontificale et crée de nouveaux impôts. Cette révolution administrative révèle l'influence française sur les méthodes de gouvernement. Jean XXII s'inspire largement des innovations développées par l'administration royale française, notamment la systématisation de l'écrit, la création de registres détaillés et le développement d'une bureaucratie spécialisée. Sous Jean XXII, la papauté d'Avignon devient l'une des puissances financières majeures de l'Europe. Les archives pontificales, remarquablement conservées, révèlent l'ampleur de cette révolution. Les revenus de la papauté sont multipliés par 10 entre 1316 et 1334, atteignant des niveaux jamais égalés. Cette prospérité repose sur l'innovation fiscale. Jean XXII systématise les anates, les premières années de revenus d'un bénéfice ecclésiastique versé au pape, développe les services communs et crée des menus de services, des taxes diverses sur les actes pontificaux. Il institue aussi des promesses de bénéfices futurs contre un paiement immédiat. Ces innovations révèlent l'influence de la culture financière française. Les techniques développées par les marchands français, notamment les méthodes de crédit et les instruments de change, sont adaptées aux besoins de l'administration pontificale. Avignon devient un centre financier européen, rival de Florence ou de Gênes. Sous Jean XXII, la cour pontificale d'Avignon devient l'une des plus brillantes d'Europe. Cette cour attire les élites européennes, les diplomates, les intellectuels, les artistes, les marchands. Le nombre de personnes gravitant autour du pape atteint plusieurs milliers, faisant d'Avignon une véritable capitale. Cette attractivité révèle le rayonnement culturel français. La cour pontificale adopte les codes de la courtoisie française, les modes vestimentaires parisiennes, les goûts culinaires du Midi. Les chroniqueurs étrangers décrivent avec admiration le luxe et le raffinement de cette cour, qui rivalise avec celle des plus grands souverains européens. La dimension intellectuelle est particulièrement remarquable. La cour pontificale abrite une bibliothèque considérable, attire des savants de toute l'Europe, finance des traductions et des œuvres originales. Cette effervescence intellectuelle révèle une France capable de rivaliser avec l'Italie dans le domaine culturel. L'élection de Jacques Fournier, sous le nom de Benoît XII, marque un nouveau tournant. Ce pape cistercien, austère et réformateur, entreprend la construction du Palais des Papes, monument qui symbolise encore aujourd'hui la puissance de la papauté d'Avignon. La construction du palais révèle l'ambition française. Benoît XII ne se contente pas d'aménager une résidence temporaire, il édifie une forteresse-palais destinée à durer. Cette construction, d'une ampleur considérable, nécessite la mobilisation d'architectes, de sculpteurs, de peintres venus de toute l'Europe. Elle témoigne de la capacité française à mener des projets de grande envergure. L'architecture du palais révèle aussi l'influence française. Si le style gothique international prédomine, on y retrouve de nombreux éléments caractéristiques de l'architecture française. La verticalité, l'élégance des proportions, la sophistication de la décoration. Le Palais des Papes devient un ambassadeur de l'art français en Europe. Avec Pierre-Roger de Beaufort, élu sous le nom de Clément VI, la papauté d'Avignon atteint son apogée. Ce pape, issu de la haute noblesse française, ancien archevêque de Rouen, incarne le raffinement et l'élégance de la cour de France. Clément VI achève la construction du Palais des Papes, y ajoutant le Palais Neuf, merveille d'architecture gothique. Il fait appel aux plus grands artistes de son temps, notamment Matteo Giovannetti pour la décoration peinte. Cette magnificence révèle la richesse de la France capable de financer des projets artistiques d'une ampleur exceptionnelle. Le pontificat de Clément VI marque aussi l'apogée de l'influence politique française. Le pape intervient dans tous les grands conflits européens, arbitre les disputes entre souverains,
organise les alliances diplomatiques. Cette position d'arbitre européen consacre la France comme puissance médiatrice incontournable. En 1348, Clément VI achète Avignon à la reine Jeanne de Naples pour 80 000 florins d'or. Cette acquisition apparemment anodine constitue un coup de maître diplomatique. Désormais, la papauté possède en toute souveraineté son territoire de résidence, échappant théoriquement à toute pression extérieure. La chancellerie pontificale d'Avignon constitue l'une des administrations les plus modernes de l'Europe médiévale. Sous Clément VI, la chancellerie produit plus de 50 000 lettres par an, chiffre considérable pour l'époque. Cette productivité révèle l'efficacité de l'administration française, capable de traiter un volume de correspondance équivalent à celui des plus grandes chancelleries européennes. La papauté d'Avignon développe un système d'archives d'une ampleur exceptionnelle. Les registres pontificaux, tenus avec une rigueur remarquable, constituent une mémoire unique de l'Europe médiévale. Les registres révèlent l'étendue des préoccupations pontificales. Ils concernent tous les aspects de la vie européenne: nominations ecclésiastiques, conflits politiques, questions économiques, affaires matrimoniales et même litiges commerciaux. Cette diversité témoigne de l'influence universelle de la papauté et de sa capacité à intervenir dans tous les domaines. En 1303, Boniface VIII avait créé l'université d'Avignon pour concurrencer l'université de Paris. Sous la papauté française, cette institution connaît un développement remarquable, attirant des étudiants de toute l'Europe et devenant un foyer intellectuel majeur. L'université d'Avignon développe particulièrement les études juridiques. Le droit canonique, enseigné par les meilleurs maîtres européens, attire des étudiants de tous les pays. Cette spécialisation révèle l'influence française. L'école juridique française, héritière de l'école de Bologne, mais enrichie par l'expérience administrative française, rayonne sur l'Europe entière. L'université développe aussi les études théologiques. Les grands débats théologiques de l'époque, notamment sur la pauvreté évangélique ou la vision béatifique, se déroulent souvent à Avignon. La papauté d'Avignon transforme la France en arbitre des conflits européens. Cette position privilégiée résulte de la double nature de la papauté, l'institution universelle par vocation, mais résidant en France et donc sensible aux intérêts français. Cette influence se manifeste dans tous les grands conflits de l'époque. La guerre de Cent Ans, qui débute en 1337, voit la papauté jouer un rôle de médiation constant. Les papes multiplient les tentatives de paix, organisent des trêves, négocient des compromis. Si ces efforts échouent souvent, ils révèlent la capacité française à intervenir dans les affaires européennes. La papauté d'Avignon maintient la tradition des croisades, mais les oriente selon une autre vision géopolitique. Clément VI organise ainsi la croisade de Smyrne en 1344, une expédition navale qui conquiert temporairement ce port ottoman. Les papes d'Avignon privilégient systématiquement les alliances avec les puissances favorables à la France, Venise contre Gênes, Byzance contre les Ottomans. La papauté d'Avignon développe également l'activité missionnaire, notamment vers deux continents, le continent asiatique et le continent africain. Les missions en Asie centrale, notamment vers la Chine, sont particulièrement développées. Jean de Montecorvino, l'archevêque de Pékin, ou Jean de Marignoli, le légat en Chine, révèlent l'ampleur de cette expansion. La papauté d'Avignon développe également des relations privilégiées avec les églises orientales, notamment l'église arménienne et les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Mais malgré cette prospérité apparente, la papauté d'Avignon connaît des difficultés financières croissantes à partir des années 1360. La guerre de Cent Ans grève lourdement les finances pontificales. Les revenus français, traditionnellement plus importants, diminuent considérablement. Les difficultés italiennes aggravent la situation. Les États pontificaux, mal administrés depuis Avignon, rapportent de moins en moins.
L'élection d'Étienne d'Aubert sous le nom d'Innocent VI marque une tentative de réforme de la papauté d'Avignon. Ce pape, juriste formé à Toulouse, entreprend de réformer l'administration pontificale et de restaurer l'autorité papale en Italie. Il nomme le cardinal Albornoz légat en Italie, avec mission de restaurer l'autorité pontificale. L'élection de Guillaume de Grimoire sous le nom de Urbain V marque un tournant décisif. Ce pape bénédictin, formé à Montpellier, nourrit le projet de retourner à Rome pour restaurer l'autorité pontificale et réunir les églises d'Orient et d'Occident. Il quitte Avignon en 1367 pour Rome, marquant la fin temporaire de la papauté française. Le séjour romain d'Urbain V constitue un échec. Rome, ruinée par les guerres, ne peut rivaliser avec le faste d'Avignon. L'insécurité permanente, les conflits entre factions, l'hostilité de la population romaine rendent le séjour pénible. En 1370, Urbain V renonce et revient à Avignon. Le 13 septembre 1376, Grégoire XI, pape, quitte définitivement Avignon pour Rome. Ce départ, chargé d'émotions, marque la fin de 67 ans de papauté française. Le voyage révèle les dangers de l'époque. La galère pontificale affronte les tempêtes, échappe aux pirates, navigue dans des eaux dangereuses. Le 17 janvier 1377 constitue un événement considérable. La population romaine accueille triomphalement le pape, célèbre la fin de l'exil et restaure l'autorité pontificale. Cette réception révèle l'attachement populaire à Rome et les limites de l'influence française. La mort de Grégoire XI déclenche une crise majeure. L'élection d'Urbain VI, pape italien d'une intransigeance brutale, provoque la révolte des cardinaux français. Ceux-ci élisent Clément VII qui retourne à Avignon, créant le grand schisme d'Occident. Ce schisme révèle l'échec de la politique française. Loin de récupérer l'autorité pontificale, la France ne parvient qu'à diviser l'Église. Cette division affaiblit durablement l'influence française et révèle les limites de ses ambitions. Le schisme révèle aussi les transformations européennes. Les nations européennes choisissent leur obédience selon leurs intérêts politiques, révélant l'émergence d'une Europe des nations. Cette évolution révèle les limites de l'universalisme médiéval et l'émergence de nouvelles logiques politiques. Malgré son échec politique, la papauté d'Avignon laisse un héritage administratif considérable. Elle révèle aussi une France médiévale totalement différente de l'image traditionnelle. Loin d'être un royaume constamment menacé, la France du XIVe siècle apparaît comme une puissance européenne majeure, capable d'attirer et de retenir les institutions les plus prestigieuses de son temps. Cette France dispose déjà des attributs d'une grande puissance, administration efficace, diplomatie sophistiquée, culture rayonnante, économie prospère. Elle développe des méthodes qui inspirent l'Europe entière et influencent durablement l'évolution européenne. L'expérience révèle aussi la modernité française. Les innovations administratives, les techniques financières, les méthodes diplomatiques développées par la France du XIVe siècle annoncent l'État moderne. Cette précocité révèle la capacité française d'innovation et d'adaptation. La papauté d'Avignon raconte une autre histoire de France, celle d'une nation conquérante et attractive plutôt que défensive et repliée. Cette histoire révèle les potentialités françaises et sa capacité d'influence européenne. Elle constitue un chapitre méconnu mais essentiel de l'histoire européenne. Elle révèle une France médiévale puissante, ambitieuse, capable de redéfinir l'équilibre européen et d'attirer les institutions les plus prestigieuses. L'histoire de la papauté d'Avignon nous enseigne que la France, bien avant l'époque moderne, avait déjà développé les outils politiques, culturels et diplomatiques nécessaires pour exercer une influence européenne. Cette leçon d'histoire, particulièrement actuelle, révèle la profondeur historique de l'ambition française et sa capacité durable d'influence européenne. Une France qui, pendant 68 ans, a réussi l'exploit inouï de faire venir à elle le chef spirituel de l'Occident chrétien et de rayonner sur l'Europe entière depuis les bords du Rhône.